Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le mardi 24 septembre. Et on commence par un coup dur social à Fos. ArcelorMittal envisage de réduire ses effectifs de 10%. La direction annonce que le site phocéen doit s'adapter à un fonctionnement à haut fourneau. Il y a une dizaine de jours, les salariés de l'usine de Fos étaient mobilisés justement pour demander de meilleures conditions de travail et, je cite, sauver une sidérurgie qui s'effrite. Alors pour quelles raisons ? Eh bien, Sarah Le Guen nous explique. C'est une mauvaise nouvelle pour les salariés et sous-traitants d'ArcelorMittal qui seront réduits de 10%. L'objectif, adapter l'organisation et l'emploi au fonctionnement du site de Fos-sur-Mer. Pour cela, la direction envisage de dynamiser la mobilité interne au site, notamment en réduisant l'intérim et en ralentissant les recrutements. Une solution qui permettrait de réduire l'impact social au sein de l'usine au minimum possible. Mais comment l'usine en est-elle arrivée là ? Eh bien, dans un communiqué, ils évoquent l'arrêt d'un des deux hauts fourneaux, mais aussi la chute de la demande en Europe. Cette dernière aurait un impact direct sur la charge des outils et entraîne un réajustement nécessaire. Merci Sarah pour ces précisions. En attendant le point de vue des syndicats, rendez-vous sur notre site maritima.fr. Une collision entre deux avions évités à l'aéroport Marseille-Provence. Que s'est-il passé au juste dans la nuit du mercredi 11 septembre sur les pistes de l'aéroport à Marignane ? On est, semble-t-il, passé tout près d'une catastrophe majeure entre deux Boeing, l'un de transport de passagers et l'autre de transport de fret. Les explications d'Hervé Rico. Un incident grave, c'est ainsi que le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile qualifie ce qui s'est passé le 11 septembre sur les pistes de l'aéroport Marseille-Provence. Il s'agit concrètement d'une autorisation d'atterrissage sur une piste occupée par un autre avion. Sont en cause deux appareils de grande capacité, un Boeing 737 de Air Algérie qui était en phase d'atterrissage, chargé de passagers, et un Boeing 757 de la compagnie espagnole Gester, rempli de fret, qui allait lui décoller à destination de Bologne. Le second est en phase de roulage quand le premier reçoit l'autorisation de se poser. De nuit, l'avion d'Air Algérie est autorisé dans un premier temps à atterrir. Par la suite, le contrôleur lui demande d'interrompre l'approche en raison de la présence sur la piste du 757 espagnol qui avait été préalablement autorisé à s'aligner. Le bureau enquête accident précise simplement aujourd'hui que l'enquête est toujours en cours. Et le BEA n'a pas donné de détails sur les délais nécessaires à l'enquête. On reste dans le registre aérien. La compagnie Air France a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongeait encore d'une semaine la suspension de ses vols de et vers Beyrouth jusqu'au 1er octobre inclus en raison de la situation sécuritaire à destination. Une annonce qui intervient après les nouvelles frappes israéliennes au Liban. En revanche, la compagnie opère normalement les vols de et vers Tel Aviv qui ont repris samedi. Justice à présent, deuxième jour de ce procès tant attendu sur les procurations frauduleuses lors des municipales à Marseille en 2020. En plein Covid, cette élection ultra serrée avait finalement abouti au profit du camp des Républicains et de la candidate Martine Vassal. Ce matin, c'était à Julien Ravier, ancien député et maire de secteur Les Républicains de la cité phocéenne, d'être interrogé. On revient sur les échanges de ce deuxième jour avec Sarah Le Guen. Veste bleue, jean, Julien Ravier, 46 ans, nie complètement cette chasse aux procurations. Certes, je suis le bénéficiaire, mais je ne suis pas le donneur d'ordre, a-t-il martelé devant le président. Lors du procès, l'ex-élu a mis en cause à plusieurs reprises son directeur de campagne, Richard Omiro, grand absent du procès pour raison médicale. Je ne lui ai jamais demandé de faire des procurations illégales, expliquait Julien Ravier. Le président l'a ensuite interrogé sur 2 mails dont il a été en copie. Ils comportaient la liste de la cinquantaine de résidents d'un EHPAD, pour la plupart atteints de démence ou d'Alzheimer, avec comme objet liste pour les procurations. Ce serait à leur nom que ces dernières ont été effectuées, mais le maire de secteur s'est défendu en indiquant « Je reçois 150 mails par jour ». Le procès devrait durer jusqu'à vendredi. La plupart des 13 prévenus en cours, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
Enseignement pour poursuivre cette édition à l'appel de la FSUS-NUIPP de boycotter les évaluations nationales des acquis. Actuellement en cours dans les classes des écoles primaires jusqu'à la fin de la semaine, une dizaine de professeurs des écoles de Martigues ont déposé symboliquement leur livret d'évaluation devant l'entrée de l'inspection académique en signe de protestation contre le tri de leurs élèves. On écoute Valérie Zicadussol, c'est la secrétaire de la section FSUS-NUIPP de Martigues. Elle est au micro de Rémi Reponti. D'abord, des élèves de CP qui se retrouvent à passer une évaluation le 10 septembre, alors qu'ils sont rentrés le 2 septembre. C'est source de stress pour ces petits bouts de chou. Donc déjà, c'est pas satisfaisant. Ensuite, ces évaluations sont obligatoires et elles sont passées, ce sont les mêmes pour tout le monde partout en France. Ça aussi, c'est contestable parce que les enseignants, nous avons une véritable expertise professionnelle sur les évaluations et il a été démontré que de toute façon, ce qui était le plus efficace, c'est quand les enseignants construisaient leurs propres évaluations et ces évaluations qui soient au plus près des besoins des élèves et de la réalité de la classe. Ensuite, il y a aussi le fait que les CM2, quand ces évaluations sont passées, ça favorise justement les groupes de niveau. L'institution utilise ces évaluations pour constituer des groupes de niveau dès la rentrée en 6e. C'est complètement inadmissible. C'est un grand pas de franchi vers l'école du tri social qu'on dénonce vraiment à grands cris. Parce que nous, on est enseignants pour aider les élèves, quel que soit leur niveau, quel que soit leur milieu social, et essayer de faire en sorte que la réussite scolaire se conjugue pour tous les élèves. Le syndicat a aussi lancé un appel à la grève pour le 1er octobre prochain. Objectif, faire entendre les revendications salariales et obtenir des moyens supplémentaires pour le bon fonctionnement de l'école publique. À Vitrolles, 7e bagarre depuis la rentrée au collège Henri Bosco, l'établissement qui se situe à quelques pas de la mairie. Une bagarre qui opposait 3 élèves contre 1. La police s'est rendue sur place. La jeune victime, quant à elle, a pu être rapidement prise en charge par les pompiers. Quelles sont les suites pour ce collège qui tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois à cause du manque d'effectifs? Christophe Merlino, président de la FCPE 13, ce vaste réseau de parents d'élèves répond aux questions de Sandrine Calvérac. Bon, les élèves vont être traduits en conseil discipline, mais bon, ça c'est un minimum. Mais nous, ce qu'on demande et la raison pour laquelle on se mobilise demain, c'est des moyens humains supplémentaires afin que les personnels de direction ou les CPE puissent faire leur travail correctement et surtout en termes de prévention, parce que là, c'est un problème, on va dire, ponctuel, même s'il est répété, c'est un problème ponctuel. Mais on dénonce que dans les établissements, quand il y a un manque de moyens humains, on ne peut pas faire de la prévention. Donc on part toujours à l'urgence et de ce fait, c'est compliqué de s'occuper des élèves, surtout quand on a des collèges à plus de 750 élèves. Une mobilisation est prévue demain matin à 11h devant le collège Henri Bosco de Vitrolles. On poursuit ce journal avec les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Marseille à l'honneur ce soir à l'occasion d'une cérémonie à l'hôtel de ville. Le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, a tenu à remercier ces athlètes qui ont brillé par leur performance, comme Jessica et Noémie Fox en canoë-kayak, Mélanie Hennick en natation, Marie Wattel en natation également, ou encore Clémence Secchi, natation paralympique. Reportage complet à suivre dans notre prochaine édition. Eh bien, on reste dans le thème. Quelques semaines après avoir réalisé également leur rêve en participant à ces JO, ils sont enfin de retour chez eux. Thomas Junior et Christo Popov ont rejoué samedi dernier avec le Badminton Fosse Club pour la journée de championnat de France, la première journée. Alors, comment les frères ont vécu cet été magique et quels sont les prochains objectifs? La réponse avec ce reportage de Flavio Noriga. Ils étaient attendus, ils n'ont pas déçu.
Pour leur retour, Christo et Thomas Junior Popov ont réalisé un sans faute avec leurs coéquipiers. Une victoire 8-0 avec aucun set encaissé. Les deux frères sont en forme, prêts à faire surfer leur sport sur la vague des Jeux Olympiques. C'est une expérience phénoménale parce que de base en France, le badminton n'est pas si connu, donc on n'a pas beaucoup de supporters. Et finalement au jeu, la salle était blindée, guichet fermé tous les jours et je pense que ça nous a vraiment poussé à jouer du mieux. On est super content d'être les ambassadeurs parmi les autres Olympiens du badistes français pendant les JO, mais le plus important c'est la visibilité que les JO ont eu sur le badminton de sport en général. On a notamment dans la ville, nous, il y en a eu pas mal de petits maintenant qui font du badminton parce qu'ils nous ont vus au JO, ils nous suivent. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux que voir des retours comme ça après les JO. Mais pas le temps d'en profiter, car les deux jeunes ont d'autres objectifs à atteindre. Christo le dit, il ne compte pas s'arrêter là, comme une envie de continuer sur la même dynamique. Évidemment, il y a toujours des objectifs. Notamment, il y a aussi une échéance qui est très importante car ça fait longtemps qu'elle n'a pas été en France, c'est le championnat du monde. Ils seront à Paris en 2025. La dernière fois qu'ils étaient à Paris, c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Donc après les Jeux de Paris 24, il y a aussi les mondes de Paris 2025. Et c'est un objectif non seulement pour nous, mais pour la France en général dans le badminton. Mais avant de se projeter si loin, ils ont un titre de champion de France à défendre avec leur équipe de Fos-sur-Mer. Une couronne qu'ils veulent garder à tout prix. Et c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite. Un mot de football avec un déplacement délicat pour le FC Martigues. Ce soir, les 100 et or affrontent Metz, l'un des favoris de la Ligue 2. On prend la température avec notre reporter Enzo Buonalana, arrivé en Lorraine à Metz. Bonjour Enzo. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Oui, je me trouve ici à Metz pour assister à cette 6e journée de Ligue 2 entre le FC Metz et le FC Martigues. Pour les Martégots, la donne, elle est simple, mettre fin à cette série noire, cette série de 3 défaites consécutives dans ce championnat de Ligue 2. Et ce soir, la donne, elle sera compliquée pour les 100 et or face au FC Metz. Le FC Metz qui est invaincu pour le moment dans ce championnat. Le FC Metz qui est à domicile est une équipe très solide, mais si j'ai pu discuter avec quelques supporters messins, ils se méfient du FC Martigues, ils pensent que c'est le match piège dans toute son excellence. Et d'ailleurs hier le coach messin Stéphane Lemignan le disait, on se méfie de cette équipe martégale. On peut lire sa réaction notamment dans les quotidiens régionaux comme ici dans le Républicain Lorrain, où on peut lire pour l'instant on n'a pas réussi à passer ce genre d'adversaire. Cette rencontre sera aussi l'occasion pour deux Martégots de retrouver le stade Saint-Symphorien. Simon Fallette qui a disputé ici même quelques matchs sous la saison 2016-2017 avec le SMS, ou encore Milan Robben qui a été formé ici même en Moselle. Donc voilà les enjeux de cette rencontre. On vous donne rendez-vous sur Maritima aux alentours de 20h pour suivre cette rencontre en direct. Je serai en compagnie, je vous ferai vivre cette rencontre avec Jacques Bail au commentaire. Donc voilà, on se reprend avec lui tout à l'heure pour le coup d'envoi de la rencontre entre le FCMS et le FC Match. Merci Enzo, on compte évidemment sur toi et sur Jacques Bail pour les commentaires endiablés pour ce Metz FCM. Soyez au rendez-vous, quant à vous, dès 20h20, vous l'avez entendu, rencontre à suivre en direct sur Maritima. Un renfort temporaire à Fos-Provence Basket. 33 ans, 2,11 m et beaucoup d'expérience. Landing Sané rejoint les Bayers. L'intérieur qui est passé par Pau et Levallois remplace momentanément Junior Etou, blessé au mollet. Fos qui joue ce soir en Coupe de France à Lyon face à une formation de National 1, les Lionceaux. Allez à vos palmes, prêts? Partez, les championnats du monde de nage avec palmes ont lieu cette semaine sur la plage du Rouet à Carry. 343 palmeurs issus de 22 pays s'affrontent dans les différentes catégories. Un rassemblement autour de la même passion qui anime les nageurs, même si parfois la météo ne leur facilite pas vraiment la tâche. Écoutez-les au micro de Flavio Noriga. Si, c'est compliqué. C'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de nager en mer en fait, et pour le coup c'est plus compliqué que la piscine ou la rivière, c'est vrai. Il faut appréhender la houle, il faut s'en servir. Et les gens sont très heureux de participer. En fait, je retrouve un peu les valeurs de notre discipline qui sont le partage et l'entraide. C'est vraiment une discipline sportive où les valeurs sont très représentées. Ce qu'on attendrait, c'est de faire un résultat, mais non, en vérité, on vient surtout pour profiter des équipes internationales
et puis du lieu qui est super sympa. Et donc c'est pour ça qu'on a nagé ce matin. Ouais, c'est plutôt ça en fait qui est incroyable, c'est ça qu'on recherche. Enfin, moi personnellement c'est ça que je recherche plus que la performance, c'est nager dans des lieux comme ça. Donc là on a profité que c'était en France les championnats du monde pour bien sûr s'inscrire avec le club. Les championnats du monde de nage avec palme, c'est donc jusqu'à samedi sur la plage du Rouet à Carie. C'est du beau spectacle en perspective. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo et c'est du calme qui s'annonce pour demain. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. À demain, même heure, même endroit.